Voici une histoire édifiante et surprenante qui s'est déroulée lorsqu'une bande de malfrats a sous-estimé et harcelé une capitaine des forces spéciales. Avant de regarder la vidéo, nous vous serions reconnaissants de vous abonner et d'aimer cette vidéo, cela nous donnera de la force. La capitaine Élise Dubois appartient au commandement des opérations spéciales de l'armée de terre française. Son nom était toujours précédé de titres prestigieux, comme une ombre inséparable, celui d'être la première femme à avoir ouvert la voie au sein de cette force d'élite. Bien que sa carrière brillait comme une médaille sur sa poitrine, avec le titre de première femme capitaine de commando et la Légion d'honneur décernée par le président de la République pour le meilleur soldat, Élise accordait plus de valeur à l'accomplissement discret de ses missions et à devenir un bouclier pour la patrie et le peuple qu'à ses honneurs éclatants. Il y a quelques années, lors d'une opération extrêmement périlleuse d'infiltration en territoire hostile dans une vallée reculée du Sahel, non répertoriée sur les cartes, elle avait vécu une expérience douloureuse en voyant un de ses précieux subordonnés être grièvement blessé sous ses yeux à cause d'une variable imprévue. Heureusement, grâce à des premiers soins et une évacuation rapide, il avait survécu. Mais ce souvenir était comme un éclat de verre acéré planté dans un coin du cœur d'Élise, laissant une cicatrice indélébile. Cette cicatrice la hantait parfois dans des cauchemars qui l'empêchaient de dormir. Mais en même temps, elle était devenue un fouet qui la poussait à devenir un soldat encore plus froid et rigoureux, avec la détermination de ne jamais répéter une telle erreur. Alors qu'elle sombrait dans le bourbier du désespoir, celui qui est devenu son pilier n'était autre que le lieutenant-colonel Alain Mercier. Le lieutenant-colonel Mercier était un vrai soldat. Il avait discerné le regard hors du commun et l'esprit fort d'Élise dès ses débuts en tant que jeune officier et l'avait guidé tantôt comme un mentor sévère, tantôt comme un père bienveillant. Il insistait toujours sur le fait que la compréhension profonde de l'être humain et un cœur chaleureux envers les plus faibles étaient tout aussi importants que les compétences de combat ou le jugement stratégique, et il avait aidé Élise sur tous les plans pour qu'elle puisse devenir une leader équilibrée. Grâce aux encouragements et aux enseignements sincères du lieutenant-colonel Mercier, Élise avait pu se relever, plus forte, et surtout devenir une personne au cœur chaleureux, utilisant la douleur du passé comme un tremplin. Ses paroles étaient devenues pour Élise une torche qui ne s'éteindrait jamais, éclairant le chemin qu'elle devait emprunter. Le regard d'Élise était calme comme la surface d'un lac d'automne, mais au fond, une lueur froide scintillait comme les étoiles dans le ciel nocturne. Et en même temps, un amour ardent pour sa patrie et son peuple brûlait comme le feu dans une forge. Son corps, forgé par un entraînement rigoureux, rappelait celui d'une panthère agile et ses mouvements fluides, ne perdant jamais leur calme dans n'importe quelle situation de crise, témoignaient silencieusement du temps, de la sueur et du sang qu'elle avait consacré à se façonner. Cependant, derrière cette apparence d'acier, une fois sortie du terrain d'entraînement, elle était aussi une jeune femme d'une vingtaine d'années normales, capable de sourire doucement comme le soleil du matin, quand elle se mêlait à ses collègues et éclatait de rire innocemment comme une enfant à de petites blagues, une énergie positive et chaleureuse l'entourait toujours. Récemment, lors d'une opération de sauvetage d'otages d'urgence visant des citoyens français dans une zone de conflit au Moyen-Orient, même dans une situation extrême où chaque seconde comptait, Élise avait calmement commandé son équipe et accompli la mission en toute sécurité, sans aucune perte. En reconnaissance du succès de l'opération, elle avait obtenu une permission spéciale et était retournée dans sa chère ville natale de Marseille pour retrouver les bras de sa mère après une longue absence. Loin des rues bondées et de la tension des missions à Paris, elle comptait tout mettre de côté et se ressourcer avec l'odeur de la bouillabaisse de sa mère et l'atmosphère chaleureuse de sa maison.
En descendant de l'avion à l'aéroport de Marseille-Provence et en posant le premier pied sur le sol marseillais, la chaleur humide caractéristique et l'air familier l'enveloppèrent doucement comme des souvenirs d'enfance. Le paysage paisible de la vie quotidienne s'étalait devant elle. Elle grava une fois de plus dans son cœur que c'était cette valeur précieuse qu'elle et ses innombrables camarades anonymes risquaient leur vie pour protéger. Avec l'intention d'acheter un joli foulard en soie pour sa mère, Élise se rendit dans un marché nocturne animé du vieux port. Alors que le soleil se couchait et que les lampadaires s'allumaient, des lumières multicolores scintillaient comme des étoiles, illuminant brillamment les lieux. L'odeur des panisses croustillantes, le parfum des moules marinières, l'arôme sucré des crêpes et des gaufres se mélangeaient. Les pas des passants étaient attirés et les rires joyeux des gens se mêlaient, transformant tout le marché en une gigantesque fête. Élise, comme autrefois quand elle était petite et tenait la main de sa mère pour aller au marché, se sentit émue, regardant tout et se plongeant dans un bonheur simple. L'atmosphère vibrante, pleine de vie, semblait insuffler une nouvelle énergie à son âme et à son corps fatigué. C'est alors qu'elle était complètement immergée dans l'ambiance paisible du marché. C'est à ce moment-là, dans un coin du marché, devant un petit stand vendant des spécialités locales, qu'un cri strident retentit, brisant la quiétude. « Et, la vieille, tu vas continuer à résister ? Tu veux fermer boutique pour de bon aujourd'hui ?» Environ 5 ou 6 hommes vêtus de noir, au visage menaçant, entouraient le stand, injuriant et créant une atmosphère d'intimidation. Au milieu d'eux, une vieille dame aux cheveux blancs, tremblante, s'agrippait au bord de son stand, le visage pâle, comme si elle allait pleurer, recroquevillée de peur. Sur les bras musclés des hommes, un tatouage de scorpion noir se contorsionnait agressivement. Il s'agissait sans aucun doute de membres du clan du Scorpion Noir, une organisation criminelle notoire opérant dans l'ombre à Marseille et se livrant à toutes sortes d'activités illégales. Leur chef était Vincent Rissy, un homme qui se donnait des airs d'homme d'affaires en surface, mais qui était en réalité un être impitoyable, sans cœur ni larmes, connu dans le milieu pour ses méthodes sournoises. Tu ne sais toujours pas que pour vendre ici, il faut nous payer la protection. Si tu ne paies pas ta place correctement, dégage ce stand tout de suite. Combien de fois je te l'ai dit gentiment? Tu crois que c'est une cour de récré où tu peux venir faire ton commerce comme tu veux? Celui qui avait la voix particulièrement forte et les manières brutales était Marco le balafré. Il était le bras droit de confiance de Vincent Rissy et un objet de jalousie au sein de l'organisation pour sa nature violente et impitoyable. À côté de lui, une jeune femme nommée Jessica, lourdement maquillée et avec un sourire narquois aux lèvres, se joignait aux moqueries envers la vieille dame tremblante de peur. Jessica était une personne froide qui profitait du pouvoir du clan du Scorpion Noir pour tremper dans toutes sortes d'affaires louches et en tirer profit sans la moindre pitié ou empathie pour les autres femmes. Ils commencèrent à provoquer en donnant des coups de pied dans les plats que la vieille dame avait mis tant de mal à préparer et en renversant son étalage. Les parts de soca soigneusement disposées tombèrent par terre et les assiettes de tapenade se répandirent partout. La vieille dame, en larmes, s'assit par terre, s'agrippant pathétiquement à leurs pantalons. « S'il vous plaît, ne faites pas ça. Je suis une vieille femme qui essaie de joindre les deux bouts. S'il vous plaît. » À ce moment-là, un jeune membre du gang, debout à côté de Marco, sortit discrètement quelque chose de brillant de ses vêtements. Et même dans l'obscurité, la lame affûtée d'un poignard émettait une lueur glaciale. Ce n'était pas seulement une simple menace, mais un avertissement implicite que la violence pouvait éclater à tout moment. L'atmosphère du marché se figea instantanément et la situation devint explosive. Les vendeurs des stands voisins, qui avaient déjà assisté à plusieurs reprises aux exactions du clan du Scorpion Noir, craignaient que le malheur ne s'abatte sur eux.
Et personne n'osait intervenir, se contentant de regarder avec des yeux pleins de pitié et d'inquiétude. Cependant, dans ce silence désespéré, il y eut un murmure de courage. C'était un jeune homme encore imberbe qui tenait un stand de jus de fruits frais juste à côté. Il serra les poings, sortit son téléphone en tremblant, semblant vouloir appeler la police, mais son courage ne dura pas longtemps. Il fut rapidement repéré par un autre membre du gang qui surveillait les environs avec un regard acéré et son téléphone lui fut arraché brutalement. La scène où il fut repoussé contre la poitrine avec la menace de ne pas se mêler de ce qui ne le regardait pas et de dégager en silence, ce gamin attira l'attention d'Élise. Le jeune homme se mordit la lèvre de colère, mais ne résista plus et baissa la tête. Les sourcils délicats d'Élise se froncèrent légèrement. Bien qu'elle soit en civil, sans uniforme, l'esprit de soldat et le sens de la justice ancré dans sa moelle ne lui permettaient pas d'ignorer l'injustice et la violence flagrante qui se déroulaient sous ses yeux. Elle s'approcha d'eux, silencieusement mais fermement. Après avoir pris une profonde inspiration, sa voix était grave et calme, mais elle contenait une volonté de fer. Vous ne devriez pas traiter une personne âgée de cette manière. Je ne sais pas ce qui se passe, mais la violence gratuite ne peut être justifiée par aucune raison. Et cet objet dangereux que vous tenez à la main, vous feriez mieux de le ranger. L'apparition soudaine d'Élise et ses paroles calmes et tranchantes attirèrent tous les regards de Marco le balafré et de ses sbires du Scorpion noir. Le jeune voyou, qui venait de brandir son couteau, sursauta comme s'il s'était brûlé et le cacha précipitamment sous sa veste. Puis Marco le balafré toisa Élise de haut en bas, puis un sourire méprisant et moqueur apparut au coin de ses lèvres. « Oh, d'où sort cette petite ? Une sainte justicière tombée du ciel peut être. T'es qui pour te mêler de nos affaires ?» Sa voix était remplie de mépris et de menaces. Jessica ne manqua pas non plus l'occasion, croisant les bras et affichant un sourire narquois. « Oh, t'as une jolie frimousse, mais les endroits dangereux et effrayants comme celui-ci ne sont pas faits pour les jolies filles comme toi. Et, ma belle, ne te fais pas abîmer. Pourquoi tu ne viendrais pas avec les gars dans un endroit calme et sympa, boire un verre et discuter gentiment ?» Elle rit vulgairement et prononça des paroles de harcèlement sexuel de manière flagrante, tout en touchant l'épaule d'une manière désagréable, comme si elle touchait un insecte. Cependant, Élise leur fit face avec un regard ferme, sans la moindre hésitation. Ses yeux étaient froids et acérés comme une lame bien aiguisée. En tant que citoyenne de la République française, je ne peux ignorer un acte de violence et d'intimidation aussi flagrant et injuste. Vous êtes en train d'enfreindre la loi. Présentez vos excuses poliment à cette dame et nettoyez ce désordre. Et je pense que vous devriez aussi vous excuser sincèrement auprès du jeune homme que vous avez brutalisé tout à l'heure. La voix d'Élise était douce, mais le poids et la détermination qu'elle contenait suffirent à calmer le brouhaha environnant et à créer une atmosphère tendue. Marco le balafré sembla perdre ses mots un instant face à l'assurance et au discours raisonné d'Élise. Mais ensuite, comme si son amour-propre avait été blessé, son visage vira au rouge puis au blanc et il éclata d'un grand rire. « Ah ah, elle est marrante, celle-là. Tu as fait l'armée ou tu joues aux flics. Tu crois qu'en haussant le ton, tu vas nous faire flipper et nous faire déguerpir ?» Il fit un pas de plus, se rapprochant juste devant Élise, puis lui souffla au visage la fumée de la cigarette qu'il tenait entre ses lèvres, comme pour l'humilier. Avec l'odeur âcre du tabac, des mots sales et vulgaires indescriptibles sortirent de sa bouche. Vu ton corps de déesse, une petite robe moulante tirait mieux qu'un treillis tout gris. Et ce soir, je vais prendre du temps spécialement pour jouer avec toi. En plus des techniques rigides que tu as pu apprendre à l'armée, je t'apprendrai aussi des techniques plus douces et envoûtantes au lit. Hein? Ces paroles étaient pleines de méchanceté, visant à humilier son interlocutrice, et de désirs malsains.
Les malfrats du Scorpion Noir autour de lui rirent de manière vulgaire et obscène, comme s'ils attendaient ces blagues salaces. Et quelques-uns d'entre eux dévisagèrent Élise de haut en bas d'un air lubrique, et échangèrent entre eux des propos orduriers. Leurs regards étaient comme des toiles d'araignées gluantes et désagréables qui voulaient envelopper Élise. La vieille dame, assise à côté de son stand, terrifiée par cette situation dangereuse, agrippa vivement le pan de la chemise d'Élise, le visage blême. « Ma petite, s'il vous plaît, arrêtez. Ce n'est pas grave, partez d'ici. Ces gens sont vraiment terribles. Ils ne réfléchissent pas. Et si vous vous faites blesser ?» La voix de la vieille dame tremblait, chargée de larmes. Élise dégagea doucement sa chemise, comme pour la rassurer, et lui tapota légèrement l'épaule. Son cœur brûlait comme une boule de feu de colère et d'humiliation. Mais son expression était étonnamment froide et calme, comme un bloc de glace en hiver. Elle avait appris, au travers d'innombrables situations périlleuses et d'entraînements spéciaux, que laisser paraître ses émotions ne ferait qu'aggraver la situation et ne révélerait que ses faiblesses à l'adversaire. Sans flancher, elle regarda droit dans les yeux brillants de Marco, le balafré, et dit d'une voix claire et calme. « Et les paroles basses et sales que vous prononcez ne parlent pas de quelqu'un d'autre? Elles montrent clairement à quel point vous êtes pitoyable. Je ne suis ni blessé ni ébranlé par vos mots. Je vous le demande une dernière fois, poliment. Présentez vos excuses sincères à cette dame pour toutes ces violences et ces humiliations, et assumez vos responsabilités en réglant immédiatement la situation que vous avez provoquée. » Quoi? Mais elle va arrêter de nous faire la morale, cette petite conne. Marco le balafré, n'en pouvant plus, roula des yeux furibonds, un éclair meurtrier dans le regard. Alors qu'il lâchait une bordée d'injures et levait sa main lourde, s'apprêtant à gifler violemment Élise. Élise baissa légèrement la tête comme une brise, esquivant son attaque, et en même temps, rapide comme l'éclair, elle saisit son poignet. Une poigne si puissante et précise qu'il était difficile de croire qu'elle venait d'une femme d'apparence ordinaire et mince. La douleur fut si vive que Marco crut que son poignet allait se disloquer. Aïe! Un cri bref et douloureux s'échappa de la bouche de Marco, le balafré. Élise serra son poignet comme pour le broyer et lui murmura à l'oreille d'une voix glaciale. « Je vous préviens, c'est vous qui avez commencé par la violence. J'ai le droit de me défendre, et je ne suis pas une proie aussi facile que vous le pensez. » Alors que la situation devenait incontrôlable, un vendeur qui observait en silence reprit courage et appela précipitamment la police. « Allô, la police. Il y a une bande de voyous qui sèment le trouble au marché nocturne. S'il vous plaît, venez vite. » En entendant cet appel, les membres du Scorpion Noir, paniqués, se précipitèrent vers Élise. Mais elle avait déjà lâché le poignet de Marco et reculé rapidement d'un pas. Elle ne voulait pas encore révéler son identité et ses véritables capacités ici. Et plus important encore, c'était un marché public, où de nombreux innocents allaient et venaient. Si elle les affrontait imprudemment, il pourrait y avoir des victimes innocentes. Pour aujourd'hui, je te laisse filer, mais ta petite gueule arrogante, je m'en souviendrai bien. Attends un peu, tu vas vite comprendre que Marseille, c'est petit, et que le prix à payer pour s'en prendre à notre clan du Scorpion Noir est très douloureux. Marco le balafré, le visage déformé par la douleur et la colère, se frottait le poignet qu'elle venait de lâcher et fixait Élise avec un regard venimeux comme celui d'un serpent. Jessica, avec un air plein de mépris et de haine, cracha une salive immonde par terre et jura. « Ouais, sale garce qui porte la poisse. Attends voir. » Après avoir lâché leurs insultes et leurs menaces, les membres du Scorpion Noir se dispersèrent dans l'obscurité avec des mines contrariées. Après leur disparition complète, la vieille dame, comme vidée de ses forces, s'affaissa, prit les mains d'Élise, les yeux embués de larmes, et la remercia à plusieurs reprises. « Ma petite, merci beaucoup. Sans vous, cette vieille femme aurait eu de gros ennuis aujourd'hui.
Comment pourrais-je jamais vous remercier pour cela? Élise dit que ce n'était rien, aida la vieille dame à se relever et rangea avec elle les objets éparpillés, mais son cœur était lourd comme une pierre. Ce n'était pas une affaire à prendre à la légère, comme un simple incident. Et leurs actes barbares et leurs propos insultants, irrespectueux de la dignité humaine, avaient dépassé les limites de l'acceptable. En particulier, le harcèlement sexuel flagrant à son égard, et le mépris profond simplement parce qu'elle était une femme avait laissé dans son cœur une blessure profonde et indélébile, ainsi qu'une colère irrépressible. Ce n'était pas seulement une attaque personnelle contre Élise Dubois, mais une insulte à toutes les femmes honnêtes de ce pays, et plus encore, un défi intolérable qui piétinait directement l'honneur et la mission d'un soldat qui doit protéger la loi et l'ordre. Après leur départ, le jeune vendeur de jus de fruits, à qui les voyous avaient pris son téléphone et qu'ils avaient failli agresser, s'approcha timidement d'Élise. Son visage portait encore les marques de la peur, mais son regard était sincère. Il s'inclina plusieurs fois pour remercier Élise. « Merci beaucoup, madame. À cause de moi, vous avez failli vous retrouver dans une situation dangereuse. J'ai tellement honte de n'avoir rien pu faire et de m'être caché. » Dans sa voix, on sentait de la culpabilité et un profond respect pour le courage d'Élise. Élise lui dit que ce n'était rien. Et au contraire, elle loua son courage et lui tapota doucement l'épaule. Le courage modeste mais précieux d'un citoyen ordinaire et ses remerciements sincères apportèrent une bouffée de chaleur au cœur d'Élise, glacée par la colère et l'humiliation. Cependant, la menace pleine de méchanceté que Marco le balafré avait lancée à la fin n'était pas une parole en l'air. Cette nuit-là, alors qu'Élise rentrait chez sa mère, elle sentit une berline noire la suivre discrètement dans une ruelle d'. C'était sans aucun doute une tentative de vengeance, lâche de la part du clan du Scorpion Noir. Élise ne paniqua pas et réagit avec calme, marchant naturellement comme si de rien n'était, tout en analysant rapidement le terrain et la situation environnante. Finalement, elle se faufila habilement dans les ruelles complexes du marché et dans la foule des gens qui rentraient du travail, réussissant à les s'aimer grâce aux techniques de déplacement furtif et d'esquive de surveillance qu'elle avait apprises au sein des forces spéciales. De la fenêtre de sa chambre, Élise les vit tourner en rond, déçue, avant de repartir. Elle frissonna devant leur comportement tenace et lâche, mais en même temps, elle se sentit soulagée que son identité et sa véritable adresse n'aient pas été découvertes. Cependant, cet incident la rendit encore plus vigilante. Ce n'étaient pas des gens qui abandonnaient facilement. Cette nuit-là, Élise ne trouva pas le sommeil. Les insultes obscènes et le regard lubrique de Marco le balafré, le sourire méprisant de Jessica, lui revenaient en tête comme des hallucinations. Possible de les laisser faire, impossible de laisser leur violence brutale et leur arrogance continuer à menacer la vie paisible des citoyens innocents et honnêtes. Dans l'obscurité, son regard devint plus froid et plus perçant que jamais, animé d'une volonté de faire. Ce n'était plus une question d'émotion personnelle ou de vengeance. C'était une guerre inévitable. Il fallait arracher à la racine ces malfaiteurs qui parasitaient l'ombre de la société comme des champignons vénéneux et prouver que la justice existait encore sur cette terre. Le lendemain matin, avant même que l'aube ne se lève, alors que la rosée du matin recouvrait encore tout, la capitaine Élise Dubois commença à collecter des informations pour démasquer le vrai visage du clan du Scorpion Noir. Bien qu'elle soit en permission, son esprit était aussi tendu qu'au milieu du champ de bataille le plus féroce. Ses compétences d'analyse de l'information, affinées pendant des années au sein de l'armée, sa capacité d'infiltration secrète sans laisser de traces et son sens de l'observation aiguisé comme l'œil d'un aigle étaient faits pour des moments comme celui-ci.
Elle sillonna jour et nuit les quartiers chauds de Marseille, où les membres du Scorpion Noir pullulaient comme des sangsues et affichaient leur pouvoir, et les abords d'un vieil entrepôt lugubre en périphérie de la ville, considéré comme le centre de l'organisation. Elle se déplaçait comme une ombre, recueillant chaque bribe de leur conversation et cherchant un sens même dans un mégot de cigarettes jetées. Sa façon de se déguiser était digne d'une actrice professionnelle. Un jour, elle portait les derniers vêtements à la mode, un sac à main de luxe et se faisait passer pour une riche héritière gâtée, fréquentant les bars chics tenus par le clan du Scorpion Noir. Un autre jour, elle se déguisait en étudiante ordinaire avec un visage sans maquillage, un vieux Jean et des lunettes à monture épaisse, assise dans un café en terrasse près de leur repère pour observer la situation. Elle se mêla également aux travailleurs journaliers sur le marché du travail à l'aube pour écouter leurs conversations et se déguisa en femme de ménage pour comprendre la structure intérieure des bâtiments qu'ils fréquentaient. De cette façon, elle identifia progressivement les lieux secrets tels que les cercles de jeux clandestins, les bureaux de prêts usuraires déguisés et les lieux de trafic de drogue que les membres du Scorpion Noir fréquentaient assidûment. Elle analysa en détail les moindres schémas comportementaux, les habitudes de langage et même la hiérarchie de chaque membre de l'organisation et les relations subtiles entre eux pour compléter le tableau d'ensemble. Elle collecta et organisa méticuleusement des informations personnelles, les traits de caractère et les faiblesses fatales qui pourraient les faire tomber au moment décisif. De Vincent Ricci, le chef de l'organisation, aux cadres principaux comme Marco le Balafré et Jessica, qui agissaient comme ses bras et ses jambes. La collecte d'informations ne fut pas sans heurts. D'innombrables moments dangereux se dressèrent sur son chemin. Une fois, pour recueillir des informations internes sur un combat de coq illégal organisé par le clan du Scorpion Noir, elle s'était déguisée en parieuse et s'était infiltrée profondément à l'intérieur. Alors qu'elle enregistrait secrètement la scène des paris endiablés et des transactions d'argent sale avec une petite caméra, elle se retrouva dans une situation périlleuse lorsque la brigade de recherche et d'intervention fit une descente inattendue. Le lieu devint instantanément un chaos et Élise dut s'échapper de la scène comme une bouffée de fumée, évitant à la fois les regards des membres du Scorpion Noir et la patrouille de police. C'était une crise de vie ou de mort. Si elle avait hésité ne serait-ce qu'un instant, son identité aurait pu être révélée. Une autre fois, elle avait délibérément approché l'un des cadres du clan du Scorpion Noir, surnommé le Lecteur, pour placer subrepticement un dispositif d'écoute dans son verre de vin, mais elle faillit être démasquée. Élise, avec une grande présence d'esprit, provoqua une dispute avec un homme ivre qui passait par là, créant une diversion, et profita de l'occasion pour s'éclipser nonchalamment, mais son dos était trempé de sueur froide. Bien que chaque instant soit tendu comme marcher sur de la glace fine, elle n'abandonna jamais. Grâce à ses enquêtes et à ses analyses persévérantes, Élise confirma une vérité effroyable. Le clan du Scorpion Noir ne se contentait pas de harceler les petits commerçants du marché, mais extorquait et agressait régulièrement et sauvagement les petits entrepreneurs sans protection dans toute la ville, créant un climat de terreur. Non seulement cela, mais ils attiraient les adolescents dans des sites de paris en ligne illégaux avec des sommes astronomiques. Et après les avoir endettés au point de ne plus pouvoir rembourser, ils les forçaient à signer des renonciations à leurs droits corporels ou les vendaient à des lieux de débauche. Leurs tentacules noirs s'étaient étendus profondément dans les endroits les plus sombres et les plus vulnérables de la société. Et l'ampleur et la cruauté de leurs crimes dépassaient l'imagination humaine. Les victimes, terrifiées par les représailles brutales du clan du Scorpion Noir, n'osaient pas porter plainte à la police, se contentant de pleurer en silence dans leur désespoir. Le regard vide de la propriétaire du restaurant qui s'était fait voler son commerce
et se retrouver à la rue. Les cris déchirants de la jeune lycéenne poussée dans le monde de la pègre et qui avait abandonné ses études. Les soupirs des vendeurs qui pleuraient en silence dans leurs cauchemars chaque nuit. Toutes ces silhouettes de souffrance transpercèrent le cœur d'Élise comme un couteau aiguisé et renforcèrent sa détermination à les anéantir, la rendant dure comme l'acier. Au milieu de tout cela, une aide inattendue apparut à Élise comme une faible lueur dans l'obscurité profonde. Il s'agissait d'un ancien membre du clan du Scorpion Noir qui, écœuré et rongé par un profond sentiment de culpabilité face à la cruauté inimaginable de Vincent Ricci, à la violence déshumanisante au sein de l'organisation et aux crimes incessants, avait réussi à quitter l'organisation avec difficulté. Il cachait son identité, utilisant des téléphones publics et des cartes SIM prépayées pour contacter Élise en secret. Il commença alors à fournir des informations confidentielles et cruciales de l'intérieur du clan du Scorpion Noir. L'emplacement des livres de comptes secrets que Vince Ricci avait cachés. Les détails sur les entreprises illégales qui constituaient la principale source de revenus de l'organisation. Et même la liste des membres de l'organisation actuellement mécontents de Vincent Ricci ou susceptibles de le trahir. Il avait décidé d'aider Élise malgré le danger, dans l'espoir de racheter ses fautes passées et qu'il n'y ait plus de victimes innocentes. Bien qu'il tremble de peur à l'idée que sa famille puisse être en danger à cause des représailles du clan du Scorpion Noir. Les informations qu'il fournit furent comme une pluie après une longue sécheresse. Elles aidèrent grandement le plan d'Élise et devinrent une clé importante pour se rapprocher encore un peu plus du vrai visage du clan du Scorpion Noir, dissimulé dans l'ombre. Élise échangea des informations à plusieurs reprises avec cet informateur anonyme. Et à chaque fois, elle sentait le profond regret et la sincérité dans sa voix et réalisait qu'il pouvait aussi être une autre victime dans cette guerre. Élise synthétisa la masse d'informations qu'elle avait recueillies de ses propres mains et les informations décisives du courageux lanceur d'alerte et commença à planifier sa contre-attaque de manière méticuleuse, sophistiquée, comme une partie d'échecs soigneusement orchestrée. Son objectif final n'était pas simplement de se venger personnellement de ceux qui l'avaient humilié, mais de déraciner complètement l'organisation criminelle du Scorpion Noir et de traduire tous les principaux responsables, y compris Vincent Ricci, devant la justice froide pour qu'ils reçoivent la punition qu'ils méritaient. Pour ce faire, elle devait recueillir suffisamment de preuves solides et irréfutables de leurs agissements sales et illégaux. Elle décida d'exploiter habilement les fissures et les conflits invisibles au sein du clan du Scorpion Noir. Elle savait très bien que même une organisation aussi puissante qu'une forteresse de fer connaissait toujours des luttes de pouvoir, des mécontentements et des tensions autour du partage des bénéfices. Élise approcha certains membres de niveau intermédiaire qui nourrissaient de profondes frustrations à l'égard de la direction autoritaire et violente de Vincent Ricci, ainsi que du problème du partage non transparent des profits avec l'aide du lanceur d'alerte. Ensuite, elle fit semblant d'être une autre force mécontente au sein de l'organisation et commença à divulguer des informations explosives concernant la cachette des énormes sommes d'argent sales que Vince Ricci avait détournées ou d'autres transactions illégales qu'il avait menées de manière très habile. En même temps, elle prépara secrètement un moyen sûr pour eux de dénoncer les faits en interne en toute sécurité et avec la garantie d'une sécurité personnelle maximale s'ils décidaient de dénoncer à la police. Au cours de ce processus, elle informa prudemment de la situation son ancien camarade de l'armée, qui occupait désormais un poste important à l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication occultique, le commandant Lucas Moreau, et demanda sa coopération étroite, bien que non officielle,
au nom de la justice. Au début, le commandant Moreau exprima de vives inquiétudes quant au fait qu'Élise, en tant que militaire, participe directement au démantèlement d'une organisation criminelle civile. Mais après avoir entendu parler de la volonté inébranlable d'Élise et de la réalité des crimes odieux du clan du Scorpion Noir, il promit de soutenir activement et d'aider l'action courageuse de sa vieille amie Élise pour rétablir la justice, même si cela comportait de nombreux risques. Il partagea secrètement la situation avec un minimum de personnel de confiance en interne et commença à se préparer minutieusement pour pouvoir soutenir Élise au moment décisif. L'étape suivante consistait à paralyser et à fermer complètement le site de Paris en ligne illégale, la plus grande source de financement du clan du Scorpion Noir qui entraînait d'innombrables jeunes sur une mauvaise pente. Ce travail dangereux et hautement technique nécessitait l'aide de Julien Lefebvre, un hacker éthique de génie qui avait été son cadet et avec qui il avait partagé les bons et les mauvais moments au sein du commandement des opérations spéciales. C'était un homme talentueux qui s'était illustré en testant et en améliorant le système de sécurité informatique interne du ministère des Armées lorsqu'il était encore en service. Après avoir quitté l'armée, il avait fondé une société de sécurité informatique prometteuse et menait la vie d'un jeune entrepreneur prospère. Élise contacta Julien, lui expliqua toute l'histoire et lui demanda son aide. Au début, il hésita à s'impliquer à nouveau dans une affaire dangereuse, car il avait quitté le monde de l'ombre et menait une vie normale. Cependant, il sympathisa profondément avec la colère d'Élise pour la justice et les histoires déchirantes des victimes qui souffraient à cause du clan du Scorpion Noir et promit de mobiliser toutes ses compétences et ses ressources pour aider Élise. Cependant, le clan du Scorpion Noir avait également engagé des experts en cybersécurité de haut niveau pour protéger étroitement leur site illégal, leur énorme source de financement. Il n'était donc pas facile de franchir leur pare-feu et d'accéder au serveur central. À plusieurs reprises, les tentatives de Julien furent bloquées par leur système de défense sophistiqué et il y eut même des moments dangereux où ils furent tracés et les informations personnelles d'Élise et de Julien faillirent être révélées. Après de nombreuses nuits de lutte acharnée, comme s'ils menaient une bataille d'intelligence contre un ennemi invisible. Finalement, Julien trouva la faille la plus faible dans le pare-feu solide dont le clan du Scorpion Noir était si fier et réussit à prendre le contrôle de leur serveur central. La capitaine Élise Dubois décida de tirer la première flèche de sa vengeance qu'elle avait préparée avec soin sur Marco le Balafré, le sbire en chef du clan du Scorpion Noir. Celui qui l'avait directement insulté de la manière la plus ignoble, et sur Jessica, celle qui le suivait comme son ombre et participait à ses méfaits. C'était aussi un coup de semonce pour leur faire réaliser à quel point leurs paroles arrogantes étaient stupides et vaines, tout en affaiblissant le moral de toute l'organisation du Scorpion Noir et en provoquant des fissures de l'intérieur. Après plusieurs jours de filature et d'observation, elle avait identifié avec précision le bar habituel où Marco le Balafré se rendait chaque vendredi soir pour se vanter de sa force et de sa virilité, ainsi que l'heure à laquelle il apparaissait habituellement. Finalement, le vendredi soir convenu, Élise apparut naturellement dans une grande salle de sport moderne près du bar. Dans une tenue de sport à la mode, moulant son corps, complètement différente de son apparence simple et soignée habituelle. Ses cheveux humides de sueur et son corps tonique et athlétique suffirent à attirer l'attention de tout le monde autour d'elle. Comme prévu, Marco le Balafré et ses sbires, en découvrant Élise sortant de la salle de sport, s'approchèrent d'elle comme des hyènes affamées et continuèrent à la provoquer. Et, la miss musclée avec un beau corps, si tu es seule, pourquoi ne viendrais-tu pas boire un verre bien frais avec nous?
je vais te faire un entraînement très spécial et excitant cette nuit. Marco le balafré s'approcha avec un sourire narquois et mielleux sur le visage, les yeux brillants de convoitise. Cette fois, Élise n'esquiva ni n'ignora leur provocation comme la fois précédente. Au contraire, elle esquissa un léger sourire, comme si elle s'y attendait, et accepta leur offre. « D'accord, mais vous suivre comme ça, c'est ennuyeux. Et si on faisait un petit pari, si tu me bats au bras de fer, je ferai tout ce que tu voudras cette nuit. Mais si je gagne, tu devras t'agenouiller devant tout le monde ici et t'excuser poliment. En particulier, tu devs te repentir et t'excuser sincèrement pour le comportement irrespectueux et violent que tu as eu envers la vieille dame au marché nocturne la dernière fois et pour toutes les paroles sales que tu m'as dites. Alors, tu veux tenter ta chance? » En homme, sa voix était douce, mais elle cachait des épines acérées. Marco le balafré parut surpris par la proposition audacieuse d'Élise. Puis lui et les autres membres du groupe éclatèrent de rire. « Ah ah ah, qu'est-ce qu'elle raconte? Celle-là, un bras de fer. Tu oses me défier au bras de fer? Elle n'a peur de rien, cette gamine, c'est à mourir de rire. D'accord, laisse-moi voir à quel point ton poignet est fragile. » Il exhiba les muscles saillants de son bras, persuadé de sa victoire, et posa sa main sur la table centrale du bar d'un air fanfaron. Immédiatement, tous les clients et employés du bar, ainsi que la bande de voyous de Marco le balafré, se rassemblèrent autour de la table comme pour un spectacle passionnant. Le résultat fut surprenant et à sens unique. Élise abattit le bras de Marco le balafré avec une facilité déconcertante, comme un adulte battant un enfant avant même qu'il n'ait eu le temps de forcer. Non pas une seule fois, mais elle le fit à plusieurs reprises, chaque fois qu'il demandait une revanche, n'arrivant pas à y croire. Marco le balafré, le visage passant du rouge au violet, essaya de toutes ses forces de résister, en se tordant tout le corps, mais le bras apparemment frêle d'Élise restait aussi solide qu'un pin enraciné dans la roche. Au contraire, plus le temps passait, plus le bras de Marco, le balafré, tremblait et perdait de sa force. Au début, les gens autour d'eux étaient stupéfaits et admiratifs, mais ensuite, ils ne purent s'empêcher de rire en voyant l'air pitoyable de Marco le balafré. Le prestige et l'honneur de celui qui avait autrefois fait la loi dans le milieu marseillais furent piétinés et réduits en cendres en un instant. Finalement, il s'effondra sur la table, épuisé, et comme il l'avait promis devant d'innombrables témoins, il dut s'agenouiller humblement aux pieds d'Élise et s'excuser d'une voix tremblante. « Oui, j'ai vraiment eu tort, je ne le referai plus jamais, jamais. » Sa voix était faible et pathétique, comme le bourdonnement d'un moustique. Cependant, la situation ne se termina pas aussi simplement. Un des sbires de Marco le balafré, qui avait assisté à la défaite cuisante et aux excuses humiliantes de son chef, incapable de contenir sa colère et son ivresse, brisa soudainement une bouteille de bière vide sur une table voisine, créant une arme tranchante, puis se précipita sur Élise en hurlant comme un fou. « Sale pute, tu oses venir ici, humilier notre chef? Je vais te tuer. » Immédiatement, le bar devint un chaos, et les clients qui regardaient curieusement se mirent à crier et à se disperser dans tous les sens. Cependant, Élise ne paniqua pas et esquiva calmement l'attaque de l'homme qui brandissait la bouteille, tout en lui assénant un coup de coude précis dans le flanc exposé par son attaque. Oug, l'homme poussa un cri, incapable de respirer, et laissa tomber la bouteille. Élise ne manqua pas cette occasion, utilisant une technique d'arts martiaux pour lui bloquer le bras et le maîtriser au sol en un instant. Face à ces mouvements décisifs, puissants et sans la moindre hésitation, personne n'osa plus résister ou intervenir. Cet incident choquant se répandit rapidement dans le milieu marseillais comme une traînée de poudre, et le prestige ainsi que l'honneur du clan du Scorpion Noir furent irrémédiablement entachés. En particulier,
l'étiquette infamante de Marco le balafré, battu à plate couture, au bras de fer par une jeune femme, et forcé de s'agenouiller le suivit comme une ombre pendant un certain temps, faisant de lui la risée de tous. Pendant ce temps, Jessica, qui avait assisté à toute la scène du début à la fin avec un visage blême, était submergée par une colère extrême et une confusion insupportable. Elle semblait incapable d'accepter que Marco le balafré, en qui elle avait confiance et qu'elle suivait, ait été vaincu si vainement, et elle s'apprêtait à se jeter sur Élise en poussant des cris hystériques. Mais Élise, comme si elle avait anticipé son geste, esquiva gracieusement son attaque brutale et, tel un papillon, saisit délicatement son poignet et la maîtrisa en un instant. Dans les yeux de Jessica, en plus de la haine, il y avait une peur inexplicable. Et ne sous-estimez pas, et ne méprisez pas les autres simplement parce qu'ils sont des femmes. C'est à cause de gens comme vous, qui se moquent et méprisent les autres femmes, que d'innombrables femmes innocentes sont également humiliées et souffrent injustement. J'espère maintenant que vous regretterez sincèrement vos mauvaises actions et que vous mènerez une nouvelle vie. Face à la réprimande froide et ferme d'Élise, Jessica, comme si on lui avait coupé la langue, ne put dire un mot et se mordit la lèvre de colère. À partir de ce jour, Jessica se cacha, n'apparaissant plus en public pendant un certain temps. La première punition qu'Élise avait planifiée et exécutée avec soin, à savoir l'humiliation publique de Marco le balafré et l'avertissement glacial à Jessica, provoqua une onde de choc plus importante que prévu, créant des fissures subtiles mais graves au sein de l'organisation du Scorpion Noir. En particulier, la rumeur selon laquelle Marco le balafré, le bras droit de l'organisation et l'homme de confiance de Vincent Ricci, avait été battu à plate couture par une jeune femme, apporta à certains membres de l'organisation, qui n'osaient qu'être mécontents en leur fort intérieur de la direction dictatoriale et du partage inéquitable des bénéfices de Vincent Ricci, une sorte de satisfaction et une faible lueur d'espoir que l'ère de Vincent Ricci touchait également à sa fin. Élise ne manqua pas cette occasion en or. Avec l'aide du lanceur d'alerte, elle commença à divulguer des informations cruciales sur les livres de comptes corrompus et les flux d'argent illégaux de Vincent Ricci aux figures de proue de la faction mécontente, de manière très secrète et habile, comme s'il y avait une autre force rebelle au sein de l'organisation. En même temps, elle collabora avec son ami policier, le commandant Lucas Moreau, pour préparer à l'avance un moyen sûr pour eux de remettre les preuves décisives tout en garantissant une sécurité personnelle maximale s'ils osaient dénoncer les crimes de Vincent Ricci à la police ou aux médias. Le commandant Moreau fut extrêmement surpris par la précision et l'impact des informations fournies par Élise et s'investit encore plus dans l'enquête, considérant cette affaire non seulement comme le démantèlement d'un simple gang, mais aussi comme une occasion importante de rétablir la justice sociale. En même temps, Élise et son cadet hacker de génie, Julien Lefebvre, réussirent à mettre fin à la guerre informatique acharnée qu'ils menaient depuis plusieurs jours. Ils fermèrent complètement l'énorme site de Paris en ligne illégale, la principale source de financement du clan du Scorpion Noir, et réussirent à geler des dizaines de comptes fictifs où étaient stockées les énormes sommes d'argent sales qu'ils avaient accumulées illégalement pendant des années. La base de données principale du site fut complètement détruite, au point d'être irrécupérable, et lorsque l'énorme flux d'argent qui entrait chaque jour grâce à l'exploitation du site de Paris fut complètement bloqué du jour au lendemain, le clan du Scorpion Noir commença à faire face à une crise financière grave sans précédent depuis sa création, lorsque même les coûts de base nécessaires au fonctionnement de l'organisation devinrent difficiles à couvrir. Le mécontentement et l'agitation éclatèrent de manière incontrôlable parmi les membres de rang inférieur. Et Vincent Ricci tomba dans un état d'insécurité extrême, rencontrant de graves difficultés
à contrôler et à gérer la situation interne qui se détériorait de jour en jour. Face à cette série de mauvaises nouvelles et de malchance, Vince Ricci devint extrêmement sensible et réagit de manière explosive. Il était convaincu que tous ces malheurs étaient dus à un traître caché au sein de l'organisation, et, tel un tyran paranoïaque, il commença à recourir à la violence et à la torture brutale, même contre des membres innocents, sous prétexte de traquer l'ennemi intérieur. Sa méfiance atteignit un niveau paranoïaque, et il en vint même à surveiller et à soupçonner ses plus fidèles subordonnés, qui le servaient loyalement depuis longtemps. Cependant, les actions cruelles et irrationnelles de Vincent Ricci n'eurent qu'un effet contre-productif, accélérant la désintégration de l'organisation et poussant le mécontentement interne au bord de l'explosion. Il ne se doutait pas que la personne derrière tous ces malheurs était Élise Dubois, la jeune femme effrontée qu'il avait rencontrée pour la première fois au marché nocturne et qui avait ensuite humilié Marco le balafré. Il pensait bêtement qu'il s'agissait d'un complot sophistiqué d'une organisation rivale avec laquelle il était en conflit depuis longtemps, ou d'un acte lâche d'un traître interne ambitieux qui convoitait sa place, et il continua ses actions frénétiques, presque folles. Il alla même jusqu'à retrouver la nuit des personnes qui s'étaient opposées à lui ou avaient quitté l'organisation par le passé et à exercer des vengeances brutales et terrifiantes. Au cours de ce processus, le courageux lanceur d'alerte qui avait fourni des informations décisives à Élise fut également mis sur la liste noire de Vincent Ricci et faillit perdre la vie. Mais heureusement, Élise avait pressenti le danger et avait collaboré avec le commandant Moreau pour le mettre en lieu sûr en secret, évitant ainsi le pire. Finalement, la capitaine Élise Dubois était prête à porter le coup de grâce, à déraciner le grand arbre du mal qu'était le Scorpion Noir. Entre ses mains, elle détenait toutes les preuves des crimes du clan du Scorpion Noir qu'elle avait recueillis avec son sang et sa sueur, ainsi que les témoignages vivants des lanceurs d'alerte. Après avoir reçu une information confidentielle selon laquelle Vincent Ricci participerait directement à un important trafic d'armes illégales et à la contrebande d'une nouvelle drogue mortelle dans un entrepôt abandonné en périphérie de la ville, utilisé comme principal repère du clan du Scorpion Noir. Élise collabora secrètement avec son unique complice dans la police, le commandant Lucas Moreau, pour planifier une descente sur les lieux et arrêter tout le gang. Cette fois encore, elle cacha son identité et transmit en toute sécurité des informations cruciales telles que le plan détaillé de l'entrepôt abandonné, l'emplacement prévu des gardes et les voies d'évacuation probables que Vince Ricci utiliserait en cas d'urgence, au commandant Moreau via un réseau de communication crypté. Sur la base de ces informations, le commandant Moreau élabora un plan d'arrestation parfait, sans la moindre faille, et convoqua secrètement et se prépara à déployer l'équipe d'intervention de la police la plus élitiste et la plus fiable. Pour le jour de l'action, dans la nuit noire comme de l'encre, Élise se déplaça silencieusement comme un chat de nuit et réussit à infiltrer les environs de l'entrepôt, abandonné bien plus tôt que prévu. Sa mission cette fois-ci était de recueillir des preuves vidéo du moment décisif où Vincent Ricci commettrait son crime illégal sur les lieux. Et pour parer à toute éventualité, elle aiderait l'équipe d'intervention de la police qui arrivait à s'infiltrer en toute sécurité et rapidement de l'intérieur. L'atmosphère à l'intérieur de l'entrepôt abandonné était encore plus froide et plus sinistre qu'à l'extérieur. Au fond de l'entrepôt, Vincent Ricci parlait en secret avec des trafiquants qui semblaient être des étrangers. Et sur la vieille table devant eux, il y avait plusieurs pistolets à l'air menaçant et des sacs en plastique remplis de poudre blanche éparpillée. C'était clairement une scène de trafic d'armes et de drogue illégale. Élise utilisa une caméra ultra miniature haute performance, spécialement conçue pour enregistrer silencieusement
toutes ces scènes dangereuses et illégales tout en dissimulant parfaitement son corps sans manquer un seul détail. À ce moment précis, son instinct animal, affûté par des années d'expérience au combat, sentit le danger. Un mauvais pressentiment que Vincent Ricci ne se contentait pas de faire une transaction, mais avait tendu un piège sournois lui traversa l'esprit. Le nombre de gardes était plus élevé que d'habitude et leurs mouvements étaient inhabituellement organisés. Et par-dessus tout, dans le regard brillant de Vincent Ricci, une ruse et une tromperie évidente se lisaient. Comme prévu, une caméra de surveillance infrarouge moderne, habilement dissimulée dans un coin du plafond de l'entrepôt qu'Élise n'avait pas soupçonné, capta ses moindres mouvements. Et juste après, une alarme stridente retentit dans tout l'entrepôt. Il y a une souris qui s'est faufilée dans notre territoire, fouillez partout et ramenez-moi sa tête tout de suite, cria Vincent Ricci frénétique comme s'il avait perdu la raison. Immédiatement, l'entrepôt silencieux se transforma en un chaos où les coups de feu et les cris se mêlaient. De l'obscurité environnante, des dizaines de membres du clan du Scorpion Noir surgirent comme un essaim d'abeilles, pointant leurs armes sur Élise et resserrant le cercle. Vincent Ricci, sentant la situation tourner en sa défaveur, tenta de s'enfuir seul par un passage souterrain secret qu'il avait préparé à l'avance. Cependant, Élise ne paniqua pas et activa simultanément plusieurs grenades fumigènes qu'elle portait à sa ceinture, obscurcissant instantanément la vue avec une épaisse fumée. Ensuite, elle exploita le terrain complexe et les abris à l'intérieur de l'entrepôt pour se déplacer à la vitesse de l'éclair et de manière imprévisible, et neutralisa un par un les malfrats avec calme. Ces mouvements, alors qu'elle affrontait à main nue plusieurs hommes robustes lourdement armés, étaient gracieux et mortels, comme ceux d'un maître d'arts martiaux dans un film de kung-fu. C'est à ce moment-là que les différentes compétences de combat qu'elle avait acquises à la sueur de son front au sein des forces spéciales, ainsi que sa formidable capacité à gérer les crises, tirées de son expérience du combat, s'exprimèrent pleinement. Elle connaissait l'emplacement et la structure exacte du passage secret que Vince Ricci avait l'intention d'emprunter grâce au lanceur d'alerte et avait bloqué ce passage à l'avance pendant la confusion. Finalement, toutes les issues étant bloquées, Vincent Ricci fut complètement acculé et dans un dernier acte de désespoir, il attrapa le membre le plus jeune et le plus faible à proximité, lui plaça un couteau aiguisé sous la gorge en guise d'otage et menaça Élise d'une voix folle. « N'approche pas, si tu fais un pas de plus, la vie de ce gamin s'arrête ici. Dégage. » À ce moment précis, bien qu'un peu plus tard que l'heure d'infiltration convenue, l'équipe d'intervention de la police, lourdement armée, fit irruption comme un éclair de l'extérieur de l'entrepôt. Au son des cris retentissants, Élise confirma visuellement l'entrée réussie de l'équipe d'intervention et ne manqua pas l'instant fugace où Vince Ricci relâcha son attention sur l'otage. En une fraction de seconde, elle bondit aussi vite qu'une panthère sur sa proie, sauva en toute sécurité le jeune membre pris en otage, tout en assénant un coup puissant au poignet de Vincent Ricci, faisant tomber le couteau. Ensuite, elle utilisa une série de techniques enchaînées pour maîtriser complètement son corps et le forcer à s'agenouiller, impuissant, sur le sol froid. Juste à côté de lui se trouvait le couteau aiguisé qu'il venait de placer sous la gorge de l'otage, les armes illégales éparpillées sur la table et la petite caméra contenant toutes les preuves de ces crimes qu'Élise avait risqué sa vie pour enregistrer de manière vivante. Et le commandant Luca Moro, l'ami de longue date et le précieux allié d'Élise, qui était entré avec elle sur la scène chaotique, lui fit silencieusement un pouce levé de loin, sans que personne ne le remarque. Vincent Ricci, ligoté et jeté sur le sol froid, réalisa que le cerveau de toute cette affaire, celui qui le regardait avec un regard glacial, était la jeune femme effrontée qui avait humilié Marco le balafré au marché nocturne et qui avait ensuite ébranlé toute son organisation.
Il trembla d'une stupeur extrême, d'une colère incontrôlable et d'un profond sentiment de désespoir. Son visage arrogant et impitoyable, lui qui avait autrefois régné sur le monde de la nuit de Marseille par la peur, se déforma finalement de désespoir et d'impuissance. Son règne s'était terminé si vainement. Le chef du clan du Scorpion Noir, Vincent Ricci, ainsi que les cadres principaux et les membres clés de l'organisation, furent tous arrêtés sur les lieux cette nuit-là, sans exception. Avec les preuves décisives et irréfutables que la capitaine Élise Dubois avait recueillies au péril de sa vie, ainsi que les aveux et les témoignages détaillés des courageux lanceurs d'alerte, ils furent condamnés par le tribunal à de lourdes peines de prison. Le clan du Scorpion Noir, ce chancre de la société, fut ainsi dissous vainement, et la communauté locale de Marseille put enfin pousser un soupir de soulagement, libérée du spectre de la peur et de l'insécurité qui pesait sur elle depuis si longtemps. Le lendemain matin, tous les principaux médias couvrirent l'affaire en grande pompe. Avec des titres comme le tristement célèbre gang du Scorpion Noir démantelé grâce aux informations cruciales d'un citoyen courageux et à la réaction rapide de la police ne cachant pas leur enthousiasme. Bien sûr, le nom et l'identité de la capitaine Élise Dubois, qui avait joué un rôle décisif dans ce processus, furent gardés totalement secrets, conformément à l'accord préalable avec le commandant Moreau, et ne furent pas révélés au public. Après s'être assurée que tout était terminé, elle quitta discrètement les lieux comme si de rien n'était et retourna à sa vie normale, à sa place de soldat. Quelques jours après la résolution réussie de l'affaire, la vieille dame qui gagnait péniblement sa vie à son petit stand ambulant au marché nocturne demanda au jeune vendeur de jus de fruits que Élise avait croisé le jour de l'incident d'envoyer un petit panier de fruits rempli d'affection et une lettre de remerciement écrite avec soin d'une écriture maladroite au bureau des plaintes du commissariat de police. Dans la lettre, malgré quelques fautes d'orthographe, des lignes pleines de sincérité étaient écrites. Je m'incline humblement pour remercier la jeune femme courageuse et bienveillante qui est apparue comme une lumière vive dans l'obscurité et qui m'a donné, à moi, une vieille femme faible, un immense courage et une grande aide. Grâce à elle, je peux maintenant dormir paisiblement. Où qu'elle soit, je joindrai les mains pour prier, pour qu'elle soit toujours en bonne santé et heureuse. Le commandant Lucas Moreau, qui reçut la lettre par hasard, ne put s'empêcher de sourire chaleureusement en la lisant et ressentit une fois de plus un profond respect pour le courage et le sacrifice d'Élise. Pendant ce temps, après la fin de sa courte permission, la vie quotidienne d'Élise à son retour à l'unité semblait n'avoir rien changé. Elle se levait toujours tôt pour courir, s'entraînait en suin avec ses camarades, et était occupée à examiner les différents plans d'opération assignés par ses supérieurs. Cependant, au fond d'elle, il y avait une réflexion profonde, différente d'avant, et une vague d'émotion douce mais profonde, qui persista longtemps. C'était un profond sentiment de soulagement de voir que la vie paisible et la justice sociale qu'elle avait risqué sa vie pour protéger en tant que soldat avaient finalement été réalisées. Et la fierté d'avoir pu guérir une partie des blessures des innombrables victimes anonymes qui gémissaient sous la violence obscure du clan du Scorpion Noir et d'essuyer leurs larmes. Cependant, comme elle s'était trop impliquée dans une affaire criminelle de la société civile en tant que militaire, une petite enquête interne fut menée. Bien que ce fût une question délicate, passible de sanctions disciplinaires, en vertu du Code de justice militaire, le lieutenant-colonel Alain Mercier, son mentor de longue date et son soutien moral indéfectible, défendit activement l'esprit de soldat inébranlable et le sens de la justice d'Élise, incapable de tolérer l'injustice. De plus, du côté de la police, le commandant Lucas Moreau confirma officiellement que les informations fournies par un lanceur d'alerte anonyme avaient joué un rôle décisif dans la résolution de cette affaire et dissimula habilement l'intervention d'Élise. Grâce à cela, elle échappa heureusement
à toute forme de réprimande. Le lieutenant-colonel Mercier n'oublia pas de dire à Élise un conseil sincère. Ton courage et ton sens de la justice sont louables. Mais à l'avenir, souviens-toi toujours des procédures et des règlements et agis avec plus de prudence. Tu es un atout précieux pour notre armée. Cette affaire laissa à Élise une leçon inestimable qu'aucun argent ne pouvait acheter. C'était la vérité que la noble mission d'un soldat, protéger la vie et les biens de la nation et du peuple, ne se déroulait pas seulement sur un champ de bataille féroce au son des canons. Elle grava une fois de plus dans son cœur que même dans notre vie quotidienne normale, s'il y a des moments où la justice est menacée et où les faibles souffrent, à tout moment et en tout lieu, se dresser courageusement contre cette injustice et protéger chaleureusement les faibles est la véritable responsabilité qu'un soldat de cette époque doit avoir. De plus, les mépris et le harcèlement sexuel qu'elle avait subis simplement parce qu'elle était une femme avaient paradoxalement éveillé en elle un courage et une volonté indomptables encore plus forts. Et finalement, elle avait prouvé par elle-même qu'elle avait surmonté tous les préjugés sociaux et les barrières invisibles grâce à son talent exceptionnel et à ses actions justes. Peu de temps après, Élise fut invitée à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, son ancienne école, pour donner une conférence sur le leadership aux élèves officiers féminines en tant que conférencière invitée spéciale. Debout sur l'estrade, devant des centaines de pères d'yeux brillants, elle n'évoqua pas directement son expérience récente, mais parla avec passion de ce qu'est la vraie force et un leadership inébranlable avec toute son expérience et sa philosophie. Camarades, la vraie force que nous devrions rechercher ne vient pas seulement de la taille de nos muscles, du volume de notre voix ou de compétences de combat tape à l'œil. Elle prend sa source dans le courage de ne jamais céder à aucune injustice ou menace. Le cœur chaleureux prêt à protéger et à abriter les plus faibles que nous, et la volonté de maintenir les principes et la justice que nous devons défendre dans n'importe quelle situation chaotique et difficile. En particulier, en tant que femme militaire, au cours de votre service dans l'armée, vous rencontrerez parfois d'innombrables préjugés et barrières invisibles et injustes qui vous donneront envie de vous décourager. Mais j'ose dire que ces épreuves ne sont pas là pour nous faire reculer et nous décourager, mais au contraire, elles devraient devenir une occasion précieuse de nous forger en soldats d'acier plus durs et plus sages. Les capacités et le potentiel de chacune d'entre vous sont infinis, personne ne peut vous juger arbitrairement. C'est pourquoi je vous prie instamment de croire en vous, de ne pas avoir peur, d'apprendre et de vous entraîner sans cesse, et de devenir des soldats justes et honorables, protégeant fermement cette fière France. Face à sa voix sincère et à son histoire tirée de son expérience, les yeux des jeunes élèves officiers qui remplissaient l'amphithéâtre brillaient comme des étoiles dans le ciel nocturne. Après la conférence, lors de la séance de questions-réponses, une élève officier leva la main avec un air tendu et posa une question. C'était la jeune fille qui avait assisté de loin avec effroi à la scène terrifiante du clan du Scorpion Noir au marché nocturne, mais qui avait décidé de suivre la carrière militaire pour la vie, après avoir été profondément impressionnée par l'image courageuse d'une femme anonyme qui était apparue et avait résolu la situation au moment critique. Mon capitaine, si dans une situation très dangereuse et défavorable, nous sommes confrontés à un conflit intense entre le fait de nous lever courageusement pour défendre la justice et celui de penser d'abord à notre propre avenir et de nous retirer en toute sécurité, quel choix devrions-nous faire pour qu'il soit considéré comme vraiment juste? Sa voix, bien que tendue, exprimait du sérieux et de la ferveur. Élise réfléchit un instant, puis regarda tous les élèves officiers sous l'estrade avec un regard chaleureux mais ferme, et répondit d'une voix douce mais décisive. C'est une question très difficile et importante. Bien sûr,
En tant que soldats, nous sommes parfaitement formés aux techniques de survie et aux capacités de gestion de crise pour nous protéger efficacement. Cependant, si les valeurs précieuses que nous devons protéger au péril de notre vie, par exemple la vie de citoyens innocents ou la justice de la société, sont gravement menacées. Et si nous avons la force et la capacité minimale de remédier à cela, alors se taire ou ignorer par peur à ce moment-là pourrait laisser un regret et une honte plus grands qui ne pourraient être effacés de toute une vie. Bien sûr, cela ne veut pas dire que je pense que se jeter imprudemment dans la mêlée est la seule forme de courage. Le vrai courage nécessite un cœur brûlant et une raison froide. Nous devons juger la situation avec sang-froid, mobiliser toutes nos capacités pour nous préparer au mieux et agir avec prudence. Parfois, au lieu d'essayer de tout régler seul, il faut aussi avoir la sagesse de demander courageusement de l'aide à nos camarades environnants ou à des personnes de confiance et d'unir nos forces. Rappelez-vous que nous ne sommes jamais seuls. Cet élève officier, semblant ému par la réponse profonde d'Élise, les yeux embués de larmes, se leva et salua avec panache de sa voix la plus forte. Élise répondit à cet élève officier avec un sourire chaleureux et encourageant. Le sentiment que peut être, ici même, en ce moment même, d'innombrables autres flammes de justice anonyme s'allumaient, lui traversa l'esprit. La capitaine Élise Dubois, qui avait allumé solitairement la flamme de la justice dans les ruelles sombres et les rues nocturnes de Marseille, où l'obscurité régnait en maître, son histoire courageuse a dépassé le simple récit d'héroïsme personnel et a transmis un message profond sur le vrai courage, la responsabilité juste et l'espoir qui ne s'éteint jamais dans la société dans laquelle nous vivons. Comme l'aube éclatante qui déchire le long voile de la nuit, son sacrifice et son existence anonyme sont devenus une lueur qui éclaire le chemin, apportant réconfort et chaleur à d'innombrables personnes perdues et errant dans les ténèbres du désespoir. Bien qu'elle reste une héroïne anonyme, inconnue du monde, les valeurs de justice et de paix qu'elle a défendues au péril de sa vie resteront gravées dans le cœur d'innombrables personnes pendant longtemps et seront rappelées comme une belle histoire. Et la capitaine Élise Dubois, aujourd'hui encore, est tranquillement là où elle doit être, dans un lieu invisible que personne ne connaît, protégeant fermement la France et ses chers concitoyens. Dans son cœur, la flamme de la justice, froide mais plus ardente que quiconque, brûle toujours, vive et forte comme les étoiles dans le ciel nocturne. Cette flamme ne s'éteindra jamais et restera à jamais le symbole de l'espoir éternel qui illumine les ténèbres de cette terre. Si vous avez trouvé cette histoire utile, veuillez vous abonner et aimer cette vidéo.